là. Combien en 5 sur cette ligne. Le barrage, la construction, ici. Ah oui, d'accord. C'est jusqu'à ce moment. Oui, car on avec va la construction très classique, pas le titre supérieur. Oui, avec Un autre qui est superficieux. et tout ça sur un support de schiste. Oui, partout, c'est tout le long de la mur verticale. Non, parce que pour seulement les peintures, il y a des abris avec des gravures de peinture sur des granites. C'est dans la partie la plus basse. Si le effet direct, c'est la capture juste. Venez voir. Si nous avons au score, les fleuves d'eau, le grand fleuve, il y a plein de cours. La va être construite à ici. Alors, c'est Toute cette vallée. cette vallée, sauf ici, c'est là, là-bas, il y a la fourrière. Non, non, ça c'est ici. Ils ont Ça, vous l'avez déjà relevé. Pas encore. Pas encore relevé. C'est une récente découverte. Non mais on va. Ici. Parce que ça recouvre en même temps les. Vous voyez, c'est la patine, c'est. Il y a quelqu'un qui a donné du noir. Ah. Oui. Nada aí fazer os filhos. Isso aí, os cavalos para passar por. Toda a parte do bar, a gente tem que serve para lá só lá para isto aqui parte de tudo, continua, depois a parte de baixo. Temos aí pedras ao defeito no muro e é que era um grande cavalo, um grande cavalo, pá. Mas tem que encontrar o resto.
J'ai souffert avec des accents, ils sont séparés et autres. Des accents, oui. Il y a aussi Oui, azerty. problème. Oui. Oui. Monsieur. Vous pouvez me donner 2 minutes seul avec moi. Hein? Seul. Seul, oui. Je vais dire que nous avons été extrêmement touchés par l'accueil, la qualité de l'accueil et la chaleur de l'accueil de tous les collègues de l'IPAR et tous ceux qui nous ont reçus dans les bureaux, sur le terrain, et nous voulons vous en remercier. Nous souhaitons vraiment, très sincèrement, vous dire que nous avons été très très touchés par la qualité de l'accueil, la chaleur de l'accueil, et aussi, il faut le dire, nous le mentionnons, la qualité des documents et tout, et on nous a vraiment ouvert tout pour nous montrer tout ce qu'il y avait comme problème à Foscua. Donc ça, je voulais, et vous, bien sûr, je vous le dis à vous, je le dirai au président, mais je voudrais aussi que vous le transmettez à tous les collègues qui sont dans les autres bureaux et qui ne sont pas ici autour de cette table.
Maintenant, en ce qui concerne l'objectif de notre mission, vous savez que cette mission a été demandée par son Excellence, l'ambassadeur du Portugal auprès de l'UNESCO. Je m'arrête 30 secondes parce que là je voudrais savoir, votre institut c'est... L'Institut portugais de patrimoine. Ah, patrimoine. Donc, cette mission a été demandée par son Excellence, l'ambassadeur du Portugal auprès de l'UNESCO au mois de décembre, à la suite de la première visite qui a été effectuée ici par M. Jean-Claude, qui est le conservateur général du patrimoine en France, et qui est en même temps le président du comité de l'art rupestre du Conseil international des monuments ici, que nous avons mandaté aussi, puisque nous étions invités aussi à la première visite. Mais le délai était trop court, moi-même j'avais d'autres obligations, et nous n'avions pas le temps d'envoyer quelqu'un de la division du patrimoine avec la mission de M. Jean-Claude. Donc nous lui avons confié, on lui a donné le mandat au mois de décembre, et c'est comme ça que nous étions tout à fait au courant. Dès que M. Claude est rentré le 19 décembre, il m'a téléphoné, et ensuite il m'a envoyé copie de son rapport, et vous avez bien sûr entre vos mains copie du rapport de Jean-Claude. Alors, deuxième phase, la délégation du Portugal nous a dit maintenant l'Institut portugais du patrimoine, l'IPAR, souhaite avoir une mission qui suive la mission de Jean-Claude et qui s'attache à nous aider à étudier avec les spécialistes portugais quelles sont les possibilités de sauvetage de surtout des gravures et des peintures rupestres qui ont été découvertes dans la vallée de Foscor. J'ai donc proposé à l'ambassade du Portugal, et donc à vous, parce que je parlais à M. Marquez qui vous parlait, j'ai donc proposé à M. Marquez un panel de 3 spécialités. Et à la lumière de ce que je savais des informations du rapport Claude, j'ai choisi un panel de 3 spécialistes. Parce qu'il me semblait qu'il y avait, d'après les informations du rapport de Jean-Claude, il y avait un problème de géologie, un problème de roche, un problème d'hydrogéologie, le problème des liaisons entre tout ce qui est aquatique et la roche, et un problème de conservation et de préservation, de sauvetage et des gravures. Et c'est comme ça que nous avons proposé aux spécialistes portugais les 3 experts que vous avez ici, M. Bruno, M. Malorant et M. Bruno. Donc, quand nous sommes venus, nous avons reçu les premières informations déjà à Lisbonne par le président et ensuite par vous-même sur l'ensemble du problème. Et comme nous l'avons dit dès le début, nous sommes partis sans a priori. C'est-à-dire, nous ne sommes pas venus en disant il faut faire le barrage, il ne faut pas faire le barrage. Nous avons dit il faut regarder le terrain, il faut regarder les pierres, il faut voir la nature des pierres, il faut voir le support. Et après avoir vu cela, nous allons voir quelles sont les solutions que l'on peut préconiser en matière de sauvetage, en mettant de côté la question du barrage ou pas du barrage. N'est-ce pas? C'est comme ça que nous avons procédé sur le plan intellectuel. Sur le plan méthodologique, nous n'avons pas mis en avant notre vision d'un arrêt ou pas d'un arrêt, d'une continuation ou pas. Bon. Alors voilà donc la base sur laquelle nous avons travaillé. Et nous sommes arrivés, puisque nous avons fait presque tous les jours une petite réunion de synthèse, nous sommes arrivés à faire un diagnostic de la situation de ces blocs. Et ensuite, nous avons déterminé les différentes actions qui devraient être menées, quelle que soit la solution préconisée. C'est donc dans cet esprit que nous avons proposé qu'il y ait, bien sûr, pour pouvoir mieux connaître, parce qu'une mission de 4 jours ne peut pas résoudre tous les problèmes. Nous avons pris en considération qu'il y a déjà beaucoup d'informations contenues dans les rapports que vous nous avez donnés
et dans toutes les études qui ont été menées ici par les experts portugais. Mais nous considérons qu'il y a un certain nombre de travaux complémentaires qu'il faut faire et que nous avons listés, que nous présentons ici de façon globale, mais qui seront présentés de façon analytique, avec une analyse aussi des coûts et du temps nécessaire pour ces analyses. Alors, grosso modo, ces analyses vont porter sur quoi? Elles vont porter sur la roche, sur la pierre sur laquelle se trouvent les gravures et les peintures. Elles vont porter à la fois sur l'environnement de cette roche, mais aussi sur la superficie de cette roche, parce que c'est cette superficie qui est attaquée aujourd'hui à l'air libre, mais demain sous l'eau. Donc il faut étudier en tout état de cause, quelle que soit la situation de cette roche, la qualité de cette superficie, bien connaître les problèmes de porosité, d'imperméabilité, le problème des différentes concrétions qui sont dessus, pour avoir une connaissance parfaite. Ça c'est un. Deuxièmement, nous avons considéré que les différentes méthodes de sauvetage devraient être proposées. Alors, en gros, il y en a trois. Il y a la méthode du moulage, il y a la méthode de la reproduction photogrammétrique et il y a la méthode de la débose, c'est-à-dire d'enlever les blocs et de les mettre ailleurs. Mais pour chacune de ces méthodes, il y a nécessité d'avoir toutes les données scientifiques pour pouvoir faire un travail conséquent. Donc nous avons, dans une deuxième partie, déterminé quelles sont les actions et les études spécifiques pour ces différentes procédures. Et nous avons préparé également pour, en particulier les collègues qui travaillent actuellement, une recommandation pour continuer un travail que nous considérons comme extrêmement utile et extrêmement bien fait, de inventaire systématique, prospection et inventaire systématique de toute la vallée pour avoir un record, pour avoir un relevé et avoir un inventaire, un catalogue de tout ce qui existe sur le plan du site lui-même. Donc voilà comment a été notre approche sur le plan technique. Et en définitive, nous avons considéré que pour pouvoir continuer ce travail, il est nécessaire de créer un comité scientifique international, c'est-à-dire composé à la fois d'experts portugais et d'experts étrangers, externes, qui puissent suivre les différentes phases de travail et qui puissent conseiller aux différentes étapes, et que, en tout état de cause, étant donné que cette région est appelée à se développer, qu'il y a un grand projet sur le plan socio-économique, que toutes les informations qui ont été retenues, que toutes les prospections qui ont été faites, que toute la documentation qui a été élaborée puisse être accessible à la fois à des chercheurs et à du public, et que le projet de musée soit dès maintenant envisagé pour présenter tout le résultat de ce travail au public national, mais aussi aux visiteurs étrangers. Et nous avons considéré que ce type d'action, toute cette action, l'ensemble de cette action, se situe dans le cadre d'une recommandation de l'UNESCO qui a été acceptée par tous les États membres de l'UNESCO à la 15e session de l'Assemblée générale de l'UNESCO en octobre-novembre 1968. Et nous avons rappelé que les termes de cette convention sont extrêmement explicites, à savoir qu'il y a nécessité et devoir de réaliser une préservation des biens culturels, mais qu'il y a nécessité aussi de prendre en considération une harmonisation avec les projets socio-économiques. Voilà le cadre dans lequel nous avons travaillé. Très bien, monsieur. Je vous remercie par votre brève parole. Nous avons fait par exemple, nous vous accueillir. C'est très ravissant de savoir que vous avez
l'analyse qu'on a fait, et de la part de mes collègues qui travaillent ici, ceux qui ne sont pas là, qui sont dans votre salle aussi, nous vous remercions de vos paroles. Et je remercie aussi cette note préliminaire, comme vous avez dit. Elle sera rendue à M. le Président. Il sera le premier assis et on le fera tout à l'heure, dans une heure, je crois. Et je ne voudrais pas avancer plus sur ça. Je ne sais pas si M. Lynn ou si M. Robin, aussi M. Martin Batiche ont des questions à poser. S'ils ont des questions à poser, je suggérerais qu'ils le fassent dès maintenant. Et c'est M. Robschral aussi, s'il a quelque chose à ajouter. Les plats, ils ont apporté les plats nécessaires. Très bien. Déjà. Oui, alors peut-être je voudrais ajouter, si vous permettez, une chose. Monsieur me rappelle aussi la question de la documentation. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que les experts puissent aussi continuer à avoir cette documentation, puisque nous allons procéder de la façon suivante. Nous allons rentrer chez nous, chacun dans son univers. Les experts ici présents sont engagés à fournir dans 2-3 semaines un rapport plus complet. Ça, c'est vraiment notre liminaire, hein, c'est vraiment notre préliminaire. Un rapport complet, comme je l'ai dit, avec tous les détails techniques qui pourront vous aider ensuite à élaborer un véritable plan d'action, n'est-ce pas? Alors, nous allons procéder de la façon suivante. Vous n'aurez pas 3 rapports, parce que sinon c'est trop compliqué. Il y aura un rapport avec les différentes parties que nous avons énumérées, n'est-ce pas, sur les problèmes de dégradation, sur les problèmes de propositions d'action en matière hydrogéologique et propositions en matière géologique, ainsi que les problèmes de superficie. Tout ça sera présenté de façon cohérente. Ce sera un rapport UNESCO qui sera soumis, comme l'a souhaité le président, au délégué permanent du Portugal, qui vous le transmettra. Donc voilà, on suivra tout à fait, comme dès le début, nous avons suivi de façon très précise les indications que vous nous avez données. Donc aujourd'hui, vraiment, ce sont simplement les grandes, c'est presque les titres, c'est presque les titres des chapitres qui seront développés dans voilà, seulement les grandes lignes de ce que nous avons, sur lesquelles nous avons beaucoup réfléchi, et chacun des experts ici sait quelle est la partie qu'il va traiter. Il y avait Oui, bien sûr. Vous pensez que la qualité de cette station, ça serait possible de la classifier avec la classification du patrimoine de l'humanité? Alors, ça, évidemment, c'est une question qui va se poser dans un stade ultérieur en ce qui concerne les propositions de classement. Il faut d'abord avoir un inventaire général de ces sites. Il faut ensuite en faire l'évaluation. Vous connaissez le système de la Convention de 1972. La Convention de 1972 prévoit que les États membres soumettent au Comité du patrimoine mondial ce qu'on appelle la liste indicative des biens culturels. Donc il y a un certain nombre d'États qu'on doit suivre. C'est la liste indicative des biens culturels. Ensuite, une évaluation de ces biens par une commission indépendante d'une ONG, d'une organisation non gouvernementale. Là, ce n'est pas à l'UNESCO d'évaluer. Vous comprenez, vous suivez, parce que c'est une question d'éthique. C'est une question d'éthique. Ce n'est pas à une institution intergouvernementale d'évaluer la qualité, l'importance d'un site ou de plusieurs sites archéologiques. Et le comité intergouvernemental a délégué pour
l'évaluation des sites, à la fois pour les sites naturels et pour les sites culturels, le travail à des ONG. Cette évaluation est faite aussi maintenant sur la base d'un certain nombre d'orientations qui sont fournies par le comité intergouvernemental, qui tendent à ce que les sites soient représentatifs d'une culture, qu'ils aient une influence sur le plan régional ou international, et qu'ils représentent une valeur culturelle qui ne soit pas simplement reconnue à l'échelon national, mais qui dépasse l'échelon national. Donc voilà les critères qui vont guider le comité intergouvernemental s'il est saisi d'une requête en ce qui concerne une inscription sur un site du patrimoine mondial. Et normalement, c'est une chose qui... Ah oui, oui, ça demande. Oui, c'est pour ça je fais exprès de montrer toutes les étapes, parce que ça demande au moins de 3 ans avant d'arriver à une proposition concrète. Il y a une autre question. Excusez-moi, la première part, c'est la liste indicative. Le premier pas, c'est la liste indicative. Il faut être à l'ouverture jusqu'à mois d'octobre. C'est ça. Alors, le gouvernement portugais a constitué un groupe de travail intergouvernemental avec le ministériel. C'est partie des travaux de sauvetage. Et alors, c'est important pour que ce n'est pas figuré dans la liste, il ne peut pas être Une question, on va répondre à lui, puisque pour avancer. C'est ça. Dans la région. Nous avons pensé qu'il faut un musée, soit Foscoa, soit le plus près, évidemment, du site. Et l'UNESCO... Ce serait une contribution, n'est-ce pas, de tout le travail qui est fait, parce que vous voyez tous ces plans, tous ces études, tout ça qui est fait, c'est un peu dommage que ça reste uniquement pour un cercle très restreint, et il faut le faire connaître par un système muséal. Oui, bien sûr. Et quand vous mettez des sauvetages, vous avez parlé de moulage, bien nous faisons des moulages en texte. Sûr. Alors, justement, ça sur le moulage, nous ne voulons pas dire il faut faire des moulages. Nous disons il faut faire une étude de faisabilité des moulages. Parce qu'il faut être sûr que faire des moulages, comme l'a expliqué M. Brunet, les moulages ne sont pas inoffensifs. Vous vous rappelez, il avait dit que les moulages peuvent avoir une incidence sur l'objet lui-même. C'est ce problème qui Donc, avant de faire le moulage, nous proposons dans nos recommandations une étude de faisabilité de moulage. Nous ne proposons pas directement. Et ça, si vous voulez avoir plus de détails techniques, ce sera dans le rapport qui sera rédigé par la partie par M. Brunet. C'est lui la première chose qui M. Brunet a dit à Lisbonne. Oui, déjà Lisbonne, il avait dit. Très difficile d'envisager les moulages parce qu'il va faire toutes les études si les moulages n'affectent pas les pierres, les gravures du Goa ou de Goa. Quand on arrache quelque chose derrière, j'ai fait presque 2000 moldes en schiste dans la vallée du Tage. Ah, d'accord. Très bien. Très bien. Alors, on aura besoin. Alors, ce qu'on a dit aussi dans la note, liminaire, que nous n'arrêtons pas de répéter, c'est que vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'expertise extérieure. Qu'il y a dans les experts portugais, dans les instituts portugais, dans les laboratoires portugais, toute l'expertise pour faire ce travail. Et ce que vous venez de me dire me conforte encore dans l'idée que nous avons. C'est-à-dire, par exemple, pour les relevés, la prospection, etc., il n'est pas question de faire venir des gens pour faire des relevés. Pour les moulages, si vous avez déjà fait des moulages, on n'a pas besoin de faire venir. Vous comprenez. Mais vous aurez besoin de temps en temps d'avis spécifiques. Et c'est là où nous avons pensé à un comité scientifique international. Ont été au masculin pluriel. Qui ont été réservés, oui, au masculin pluriel. De retirer quelques roches là-bas
Je crois, dans mon avis d'archéologue, je crois que ces gravures paléolithiques sont très importants parce que les gravures sont aussi topographiques. Oui, bien sûr. Elles ont une Elles relation. sont dans un contexte. Oui, et même les gravures elles ont une relation entre elles et entre le milieu. Et dans mon avis, je n'aimerais pas retirer les gravures du site. Nous avons très bien compris, je suis archéologue aussi, donc ma réaction a été toujours de dire attention, il faut préserver l'environnement, préserver, et on le dit même, la préservation in situ est la meilleure. D'accord? Ça c'est le principe. Cela dit, vous savez comme moi qu'il y a des situations exceptionnelles où il faudra peut-être envisager, même si elles restent à l'air libre, envisager de les protéger parce que leur situation, leur protection in situ n'est pas totalement assurée, elle est difficile. Et ça, ce sera la partie justement de M. Guino, de faire, il propose, et là aussi, des analyses très spécifiques pour pouvoir dire si oui ou non il y a possibilité de transport. On ne dit pas il faut enlever. On envisage la chose et pour l'envisager, on dit voici les étapes qu'il faut faire. Ça s'appelle, monsieur, José, oui. On peut pas enlever. On appelle ça un toilettage. Elle est déjà comprise dans votre schéma, dans la façon que vous avez d'envisager cette archéologie qu'on appelle archéologie de solitude. Virgule. Confirmation.